ces manifestations qui se sont déroulées, encore une fois, majoritairement dans le calme, mais voilà, par endroits, notamment à Paris, il y a eu des cortèges sauvages, comme on les appelle, qui ont transformé un petit peu ces manifestations. Il y a eu plusieurs interpellations. On va en parler avec vous. Jean-Christophe Couvi, vous êtes secrétaire national unité SGP. Est-ce que vous pouvez nous tirer un bilan de ce qui s'est passé hier ? Oui, bonsoir. Écoutez, hier, ça m'a un petit goût de revanche par rapport à Sainte-Soline. C'était annoncé, de toute façon, rendez-vous à 19 h devant les préfectures, et avec le slogan, c'était ni oubli ni pardon. Voilà, ni oubli ni pardon par rapport à Sainte-Soline. Et même pire, à Nantes, à la fac, c'était ni oubli ni pardon, vous brûlerez comme vos camions. Voilà, très, très sympa comme menu. Oui, donc contre les policiers, les forces de l'ordre en général. C'est les policiers, oui, forcément. Nous, on est vu comme un élément répressif. On est là pour tuer la révolution. C'est quand même assez hallucinant tout ce qu'on peut entendre. Donc effectivement, hier soir, il y avait une manifestation, notamment sur Paris, un peu partout en France, pacifique, je dis bien, au départ, toujours pacifique. Et puis à un moment donné, des ultras qui commencent à partent en convoi, et puis vont dans les rues, justement, semer le désordre, le chaos et chercher l'anarchie, puisque de toute façon, c'est leur mot d'ordre et c'est ce qu'ils veulent. Ils sont complètement en marge de ce qu'on peut voir sur la réforme des retraites, avec l'immense majorité des manifestants qui vont pour leurs droits, pour un projet sociétal. Là, c'est prôner la révolution, l'anarchie, le chaos. Donc rien à voir, effectivement, avec l'ambiance qu'on peut voir, même si les Français, effectivement, sont conscients qu'il y a un ras-le-bol et qu'ils ont envie que les choses changent. Mais là, c'est une prise d'otage, effectivement, du mouvement contre les retraites. Et pourtant, justement, je rebondis sur ce que vous dites sur les Français en général. Il y a un sondage qui est dans le Figaro aujourd'hui. La population préparée à la continuité des mouvements, peut-on lire, continuer en devenant de plus en plus violente. Eh bien, 59% des Français s'y attendent quand même. À ce que ça dégénère, à ce que ça dépasse un cadre pacifique. C'est ça qui est étonnant. C'est normal, on a en tête effectivement les épisodes des Gilets jaunes, c'est-à-dire que les Français, petit à petit, effectivement, on voit qu'il y a une radicalisation et que certaines personnes qui prônent la violence attirent aussi dans leur filet quelques personnes qui jusque-là étaient pacifiques et puis se disent, mais en fait, effectivement, si on n'est pas écouté, on a beau faire 10 manifestations, effectivement, on n'est pas écouté, on voit que derrière, il n'y a rien, alors peut-être qu'on va glisser dans la violence. Alors nous, notre job, effectivement, c'est de dire attention, tombez pas là-dedans, ça sent le piège, c'est de la récupération, encore une fois, il va y avoir de la manipulation politique, et c'est pas du tout le but. Le but, c'est encore une fois de défendre un projet sociétal, et juste souligner, par exemple, que pour un gouvernement très libéral, c'est quand même bizarre qu'on oblige les gens à partir à un certain âge. Voilà, on devrait laisser un peu le choix. Il y a autre chose aussi en parallèle, j'allais dire, puisque là, on parlait des Français qui soutenaient en tout cas cette mobilisation. Et il y a eu hier ce qui s'est passé à Paris. Alors encore une fois, une enquête est évidemment en cours, mais un individu a tiré avec une arme de poing factice. Ce qui a bloqué une partie du quartier du 3e arrondissement pendant un certain nombre de temps. Et des témoins ont raconté que cet homme-là a été exaspéré par les violences, par les dégradations, par les feux de poubelle. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez chez les policiers? Des gens qui commencent à en avoir marre, à en avoir ras-le-bol aussi des exactions, des dégradations et des affrontements qu'il peut y avoir dans leur rue? Oui, forcément qu'il y a ras-le-bol quand on voit que déjà depuis le 19 janvier, effectivement, il y a ces mouvements et puis, qui étaient jusque-là, j'allais dire, très encadrés et qui le sont toujours par les organisations syndicales, mais on sentait que voilà, c'était très pacifique et il y avait un vrai raz-de-marée social avec des gens mécontents. Et petit à petit, on voit encore une fois qu'il y a une partie de ces gens-là. Hier soir, on parlait de 1000 à 1500 personnes. C'est pas l'immense majorité des Français, mais qui, justement, à travers cette violence, dégage une image de chaos. Il faut se mettre à la place des Parisiens quand tous les soirs il y a vos poubelles qui brûlent, que les gens viennent en bas de chez vous tout casser, que d'ailleurs la personne a priori, je dis bien a priori, je ne suis pas dans le milieu de l'enquête, mais qui est sortie pour éteindre l'incendie s'est fait prendre à partie par ces mêmes ultras, ces mêmes casseurs à Black Bloc, parce que justement c'était un facho parce qu'en fait il éteignait l'incendie. Donc les gens sont exaspérés et lui il a pété un câble, effectivement il aurait pris un pistolet d'alarme pour tirer en l'air, pour faire peur aux manifestants et il arrive à bout. Côté policier, il y a aussi une fatigue qui se met effectivement en œuvre. On voit bien que nos collègues sont tous les soirs et tous les jours sur le terrain et confrontés justement à cette violence. Et donc oui, de temps en temps, on est fatigué, on perd un peu de lucidité. Et puis c'est vrai qu'on a un peu ce ras-le-bol de voir qu'en fait, ce sont toujours les mêmes qui sèment le chaos et que derrière, on ne peut rien faire pour les en empêcher. Alors, des questions en plateau, Philippe Bilger. Jean-Christophe Couvi,
est-ce que vous avez senti au fil de votre expérience une aggravation de la relation entre les mouvances extrêmes et la police? Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans un état de haine qui n'existait pas autant hier? Et ma seconde question, c'est... Vous pouvez la poser après, on va déjà répondre, Oui. voilà, une question. Je voulais gagner du temps. Non, mais là c'est bon, on a le temps, tout va bien. Jean-Christophe, je vous laisse répondre à une question, puis on aura une deuxième après. D'accord, ouais, ça va être la rafale des questions. Non, mais effectivement, alors la haine anti-flic, je pense qu'elle a toujours eu lieu aussi dans les mouvements sociaux très, très radicaux. Dans les années 70-80, la police n'était pas forcément super aimée. Il y avait, je me rappelle, les brigades rouges, enfin il y avait tous ces trucs, un peu de mouvance communiste et anarchiste. Là, en revanche, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Mais dans la tête de... Enfin, nos collègues nous le disent, les yeux dans les yeux. D'ailleurs, j'ai même écouté les témoignages de gendarmes à Sainte-Soline qui disaient, mais en face, on est dans le blanc des yeux, on se voit, et en face de nous, on a la haine et ils veulent nous tuer. Et en fait, on en est là, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a en face de nous des gens qui sont tellement radicalisés que de toute façon, on ne peut même pas entamer un dialogue, le début d'un dialogue. Moi-même, j'ai essayé sur un plateau ou sur des plateaux, des fois, de discuter, de dialoguer avec des gens la mouvance ultra écologique, etc. Et on voit qu'ils sont dans une idéologie, c'est sectaire, et de toute façon, tout ce qu'on peut leur dire, ça ne les touche pas. Ils sont dans leur vérité, ils doivent imposer leur vérité, et leur vérité, elle ne peut s'être imposée qu'avec la violence. Et c'est ça qui est terrible en fait, c'est qu'il y a plus de dialogue où on peut échanger et justement autour d'une table en disant voilà mes arguments, voilà les vôtres, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut avoir un consensus et travailler ensemble? Non, pas du tout. Ils sont là vraiment pour imposer leurs idées par la violence. Alors deuxième question, Philippe Bilger. Question, absolument. J'imagine très bien, et vous l'avez dit, l'épuisement physique qui doit être celui des forces de police au premier plan depuis des mois, des semaines, depuis longtemps. Est-ce qu'on peut mesurer aussi, Jean-Christophe Couvi, ce que j'appellerais l'épuisement psychologique qui consiste à être en permanence insulté ou outragé dans l'exercice légitime de sa mission? Est-ce que ça n'ajoute pas un poids considérable à la difficulté policière? Bien sûr que si. En fait, on fait un métier, vous savez, quand vous portez un uniforme, déjà, les gens vous voient différemment dans la rue. Il faut déjà porter ce regard. C'est vrai que souvent, quand on fait un métier lambda, j'allais dire, on ne voit pas trop ce regard. Nous, en fait, on est identifié dans une rue en uniforme et les gens viennent vers nous, soit pour nous demander de l'aide, soit peut-être pour nous agresser. Mais bref, on est identifiable. Et effectivement... si vous voulez, quand depuis quelque temps, on voit qu'il y a une montée de la violence, une montée de la lutte contre les stupéfiants, contre l'immigration clandestine, enfin, on nous fait faire plein de missions qui sont nos missions régaliennes, effectivement, on le fait avec passion, mais on se bat toujours, j'allais dire, contre un ennemi invisible parce qu'on a l'impression de travailler pour rien. Et puis après, on a aussi une partie des hommes politiques parce que les policiers ont besoin de se sentir soutenus. Alors on sait que la population, encore une fois, l'immense majorité de la population nous soutient, mais quand tous les jours, il y a une partie des politiques qui vous montrent du doigt, qui vous insultent, qui vous crachent dessus, qui vous condamnent déjà avant même d'avoir pu vous défendre en disant que la police tue et que vous avez cette chape de plomb déjà sur la tête, effectivement, des fois, c'est dur. Et puis maintenant, travailler en étant policier dans ce monde actuel, c'est très compliqué parce que vous êtes surveillé tout le temps. Des gens vous provoquent avec les téléphones portables, des journalistes aussi, des pseudo-journalistes, même souvent bien impliqués, j'allais dire, idéologiquement, et qui viennent à 3 cm de votre visage pour vous faire craquer, pour vous insulter, pour vous pousser à la faute. Et effectivement, aujourd'hui, on voit ça. Là où moi, quand j'ai commencé en 98, j'avais pas cette vision-là. Les gens nous respectaient. Bon, il y avait quelques tensions, c'est normal, mais je veux dire, on n'avait pas on venait nous défier et nous pousser à la faute. Or, aujourd'hui, c'est un sport national. Et après, on va tout de suite sur les réseaux sociaux en disant, voilà, regardez, les policiers sont des violents, des bêtes sanguinaires, ils sont mal élevés, ils sont là que pour frapper les gens, et en gros, on est l'ennemi de la société. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui d'accepter pour mes collègues, c'est qu'on a besoin de regagner ce combat, j'allais dire, des réseaux sociaux, où on montre un visage de la police qui est plus humain. Et c'est ce qu'on avait à une époque avec la police de proximité, où on pouvait discuter directement avec les jeunes, par exemple, et leur montrer que nous aussi, on était pères de famille, nous aussi, on avait des enfants, et qu'en fait, on n'était pas juste là que dans la répression, et qu'on pouvait comprendre et essayer d'arranger les choses. Une question de Thomas Carpellini. Oui, moi, pour poser ma question, j'aimerais convoquer un acteur qu'on oublie toujours de citer, c'est le monde judiciaire.
Comme vous l'avez très bien rappelé... On l'oublie assez peu quand même. La preuve, il est représenté en la personne de Philippe Bilger, là. Mais justement, c'est la question que j'aimerais poser. Vous avez très bien rappelé que là, ce ne sont pas les manifestants, ce sont les Black Blocs. Les mêmes qui étaient là pendant les Gilets jaunes, les mêmes qui étaient là pendant la réforme El Khomri et pendant toutes ces manifestations. Et on se remarque qu'il y a une sorte de bis repetitas qui est le delta entre le nombre d'interpellations. C'est parce que vous l'avez rappelé, ils ne sont que quelques milliers. Il y a souvent de nombreuses interpellations par les forces de l'ordre. Et le faible taux de condamnation post-comparution immédiate. Alors là, on ne les a pas encore, évidemment, sur la soirée d'hier. À Paris, je crois qu'il y a eu, je parle sous votre contrôle, Jean-Christophe Couvi, cette interpellation hier soir. Oui, il y a eu cette interpellation. Alors effectivement, il y a beaucoup d'interpellations. Après, vous savez, le boulot du policier, effectivement, c'est de monter un dossier, alors on interpelle, on met en garde à vue, et toujours sous, encore une fois, le contrôle du procureur de la République. J'y tiens, parce qu'en fait, quand j'entends dire, par exemple, qu'on fait des gardes à vue illégales et qu'on fait des arrestations illégales, mais je suis désolé, on est toujours sous contrôle de la justice. Et nous, on ne prend pas des décisions seuls. On n'est pas au Mexique, hein, on ne fait pas des PV. Oui, sinon elle serait nulle et non avenue, d'ailleurs, voilà, votre garde à vue. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a une double casquette, c'est-à-dire qu'on a une casquette administrative, c'est-à-dire qu'on a un notateur administratif, une hiérarchie administrative qui est policière, et on a une hiérarchie judiciaire. C'est les magistrats, c'est le procureur de la République qui nous note aussi en tant qu'officier de police judiciaire. Donc, si vous voulez, on est vraiment entre deux. Donc, on a toujours aussi ce parachute judiciaire. Après, notre job, nous, c'est effectivement de rassembler des preuves et de transmettre au procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites. Donc s'il y a un manque de preuves ou que c'est pas assez carré, ou alors qu'il y a effectivement, j'allais dire, un doute sur une personne, la procédure est cassée dans le doute. Il faut savoir aussi qu'en face, ils sont très bien organisés. Il y a des avocats qui sont spécialisés, qui connaissent toutes les ficelles du métier. Et peut-être que nous, on doit faire aussi des progrès policiers dans la formation des OPJ et pour monter, j'allais dire, les procédures. Mais sachant qu'en même temps, on nous laisse de moins en moins de temps pour nous former. Et on a de plus en plus, j'allais dire, de procédures qui arrivent sur les bureaux. Et quand je vois, par exemple, récemment, quand il y a eu les émeutes, justement, le soir du 49-3, les SAIP, j'allais dire les services d'enquête de la police parisienne étaient submergés. Et donc mes collègues OPJ ne peuvent pas tout gérer et on ne peut pas j'allais dire, prendre du temps sur une procédure comme celle-là que sur une autre procédure peut-être un peu plus compliquée. Donc en fait, on fait aussi en fonction de ce qu'on a, du temps et des moyens d'officiers de police judiciaire, et avec souvent un traitement judiciaire, parce qu'on a un logiciel, le LRPPN, qui est une vraie misère, et en fait qui nous prend énormément de temps. C'est plus une machine à statistiques que pour faciliter j'allais dire, le travail des policiers de terrain. Aux États-Unis, quand on voit, vous savez, des arrestations, il y a plein d'émissions à la télévision, puisque tout est filmé, on a l'impression que eux, ils ne mâchent pas leurs mots et ils arrêtent et les gens respectent la police. Alors oui, alors c'est un mal un peu français, effectivement, notre police, on a toujours ce côté un peu gaulois où on a l'impression que la police est là vraiment que pour embêter les gens. Après, attention, c'est vrai que le monde anglo-saxon est différent. La police est sacralisée. Moi, j'ai vécu 2 ans en Angleterre. Je peux vous dire que les bobbies là-bas étaient respectés. Et quand vous attaquez un policier, c'est plus qu'une offense. Hein. C'est vraiment, c'est très grave. Et donc, les condamnations sont très importantes. Les États-Unis, c'est encore différent. Parce que là-bas, tout le monde est armé. Donc, il y a un rapport particulier aussi avec la police. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils se permettaient de nous donner des leçons sur le maintien de l'ordre. Bon, ça me fait un peu bien rigoler parce que le maintien de l'ordre aux États-Unis, la police, c'est des manches de pioche. Donc ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait. Et après, effectivement, il y a des polices, notamment la police allemande, qui travaillent différemment le maintien de l'ordre, mais qui revient aussi un petit peu parce qu'ils travaillent sur la désescalade. Et on se rend compte qu'on n'a pas le même public et que quand une manifestation se passe bien, la désescalade, elle se passe bien parce qu'il y a une communication, si vous voulez, entre les manifestants et la police. C'est un peu un tango à deux. Et dès lors qu'il y en a un qui fait un faux pas et qui se met dans la violence, la répression allemande est aussi très très forte parce qu'ils n'ont peut-être pas de gaz lacrymogène, mais ils ont des matraques qui viennent au corps à corps et c'est très très moche. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi pour vos réponses et votre témoignage sur ce qui s'est passé hier.